La semaine de l'industrialisation de la SADC, 8e édition, officiellement lancée ce jour à Madagascar, vise à renforcer et à promouvoir les échanges commerciaux entre les 16 pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe ou SADC. Le niveau d'intégration commerciale reste encore faible dans la région, d'où l'importance de cet événement qui ambitionne d'apporter des solutions durables pour y remédier. Comme vous le savez sans doute, notre région SADC a réalisé des progrès remarquables en jetant les bases de l'industrialisation. Mais pourtant, le rythme demeure inégal. Actuellement, l'industrie ne représente que 13% du PIB de la région et nos économies dépendent encore fortement des exportations de matières premières non transformées. Cette réalité limite la rétention de valeur et la création d'emplois. La mise en œuvre de la stratégie et de la feuille de route de l'industrialisation de la SADC de 2015 à 2063 demeure essentielle pour inverser cette tendance. C'est grâce à l'industrialisation que nous approfondirons les chaînes de valeur, améliorerons la productivité, intensifierons le commerce régional et intégrerons plus efficacement nos économies au marché continental et international. En ce qui concerne spécifiquement Madagascar, le pays dispose de tous les éléments nécessaires pour développer son secteur industriel. L'industrialisation figure d'ailleurs parmi les 3 axes majeurs de la politique générale de l'État, ce qui montre l'engagement fort du pays dans ce domaine. Le secteur industriel permet également une ouverture vers les marchés internationaux et accueillir cette semaine de l'industrialisation de la SADC représente donc un réel atout pour Madagascar. Notre programme pour cette semaine est dense et porteur. Nous aurons de nombreux forums d'affaires sur la transformation agroalimentaire, le tourisme, la digitalisation et bien d'autres. Des ateliers techniques sur le renforcement du capital humain, la transition énergétique, ainsi que nos chaînes de valeur. Plusieurs expositions seront ouvertes au public pour faire découvrir les potentiels industriels de nos États membres et faire comprendre l'opportunité qui est celle de la région SADC. Le président de la République, Andry Rajoelina, a réaffirmé aujourd'hui l'importance du secteur industriel pour Madagascar. Au-delà de son rôle central dans l'économie nationale, l'industrie interpelle également sur la question de l'énergie. Sans énergie, sans développement. Madagascar dispose déjà des leviers nécessaires pour promouvoir ce secteur, notamment à travers les énergies renouvelables. Les travaux sont en cours et l'objectif est de promouvoir 100 MW d'énergie renouvelable par an afin d'atteindre un mix énergétique composé à 70% d'énergie propre dans le pays. La modernisation de notre système énergétique est indispensable pour promouvoir une industrie viable et compétitive. Ainsi, au cours des 3 dernières années, Madagascar a enregistré une hausse de 5,2 de sa valeur ajoutée manufacturière, notamment dans l'agro-industrie, le textile et la filière verte. Nos investissements dans l'agriculture, irrigation et mécanisation ont permis une augmentation de 18% des rendements rizicoles. Nous avons fait un tout petit pas vers la transformation énergétique. Mais Madagascar est actuellement, nous sommes en train d'accélérer et de faire un grand pas dans ce domaine. Et je tiens à partager avec vous que notre part d'énergie renouvelable, le mix énergétique national, est passé de 16% à 28% entre 2020 et 2024. Et à partir de cette année, l'État investira dans l'installation de parcs solaires de 100 MW par an, 100 MW par an, pour atteindre un objectif de production de 70% d'énergie propre d'ici 2028. Ainsi, un défi commun est lancé à l'ensemble des pays membres de la SADC, promouvoir l'industrialisation par le développement du capital humain, la valorisation des productions nationales de chaque pays et l'amélioration de l'intégration économique régionale. Tous ces aspects seront abordés tout au long de cette semaine de l'industrialisation de la SADC 2025, organisée à Madagascar et officiellement ouverte aujourd'hui par le président de la République.
La signature effectuée aujourd'hui par le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures marque officiellement l'adhésion de Madagascar au SACRI, au Centre régional de l'énergie de la SADC. Les niveaux de développement en matière de production énergétique ne sont pas encore homogènes entre les pays membres et l'existence de ce centre vise à fédérer les pays membres autour de cet enjeu à travers des échanges d'expériences. Chaque pays membre de la SADC devra ainsi identifier les approches qui lui sont plus adaptées afin d'améliorer l'efficacité de sa production énergétique. La production d'énergie est un enjeu majeur pour la SADC car elle demeure un défi pour plusieurs pays africains. Le centre SACRI représente donc un levier pour leur donner une impulsion, notamment pour Madagascar, qui doit relever les défis fixés en matière énergétique, un secteur fondamental pour le développement industriel et économique du pays. Le siège du district de Souav-Nanjin à l'Assemblée nationale est actuellement vacant. Le député élu dans cette circonscription a été inculpé le 24 décembre 2024 pour tentative d'exportation illégale de tortues, en complicité avec certains collaborateurs. L'affaire a été portée devant le parquet le 27 décembre et le député ainsi que ses complices ont été placés en détention provisoire. Depuis cet événement, le district de Souav-Nanjin se retrouve sans représentant à l'Assemblée nationale, incapable de faire entendre ses préoccupations auprès du pouvoir exécutif. Le 17 avril 2025, le pôle anticorruption a rendu son verdict, 10 ans de prison ferme et 60 millions d'arrières d'amende pour le député. Après la décision rendue en avril, l'élu a fait appel. Il a été entendu à nouveau vendredi dernier en présence de ses co-accusés dans le cadre de cette affaire. Cette comparution devant la cour d'appel s'est faite dans une relative discrétion. Selon des sources fiables, le verdict de la cour d'appel est attendu le 6 septembre prochain. Pour rappel, le ministre de l'Environnement et du Développement durable avait, au moment de la saisie des tortues, déclaré une politique de tolérance zéro pour toute tentative d'exportation illégale de ressources naturelles. Cette position a d'ailleurs été réaffirmée par le ministre lors du bilan des tentatives d'exportation illicite des ressources naturelles contrecarrées durant l'année 2024. Le verdict de septembre est donc très attendu. Le nombre d'enfants et d'adultes ne disposant pas encore d'acte de naissance reste encore élevé dans la commune d'Antananarivo. Plusieurs causes sont à l'origine de cette situation, notamment le manque d'informations, mais aussi la peur de se rendre dans les bureaux administratifs, selon la maire d'Antananarivo Renvuj, Irlal Ramanantsu, ce jour. Avoir un acte de naissance est un droit fondamental pour tout citoyen. Ce document est essentiel dans les démarches administratives, notamment pour l'inscription scolaire des enfants, entre autres. Dans ce cadre, la commune urbaine d'Antananarivo poursuivra ses efforts à travers cette opération de copie afin de faciliter l'accès à ce document aux familles défavorisées et vulnérables. L'Organisation internationale de la francophonie collabore étroitement avec la commune urbaine d'Antananarivo dans la mise en œuvre de cette opération, un partenariat officialisé aujourd'hui. L'objectif est de permettre à 24 000 enfants de bénéficier de cette copie pour les années 2025 et 2026. Outre cette campagne, une formation sera également dispensée aux agents communaux et aux responsables des arrondissements sur l'accueil et le traitement des demandes d'actes civils. À noter que l'année dernière, plus de 12 000 copies d'actes de naissance ont été distribuées dans les 6 arrondissements de la capitale. De mon cœur, sans penser à toi, même pour un jour, je ne peux pas t'oublier. Je ne peux pas t'oublier. Je ne peux pas t'oublier, Bazarkeli, Faliao. Autant de titres parmi les chansons emblématiques du groupe Niveau Niu qui ont marqué leurs fans. Aujourd'hui, ce sont leurs enfants qui poursuivent la voie artistique de leurs aînés. Selon eux, ce sont aux fans de juger si leurs voix sont dignes de celles de leurs parents. Pour l'instant, ils ne prévoient pas de créer de nouvelles chansons.
Le groupe célèbre actuellement ses 60 ans de carrière. Plusieurs spectacles sont prévus dans le cadre de cette célébration, après celui qui s'est tenu à Tuamas, notamment le prochain se tiendra à Antananarive le 24 août prochain. Ils y interpréteront les chansons emblématiques du groupe Niveau New et proposeront également des duos vocaux avec Narsou et Salomon. Depuis le départ des Barea de Madagascar hier, composés uniquement de joueurs locaux pour participer au championnat d'Afrique des Nations, aucune annonce officielle n'a été faite concernant la liste des joueurs retenus pour cette compétition prévue du 2 au 30 août en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda. Selon les informations obtenues lors du départ, le nombre de joueurs semble même avoir augmenté. Ainsi, alors que la CAF, Confédération africaine de foot, ne prend en charge que 25 joueurs, Madagascar en a envoyé 29. Sur ces 29 joueurs formant l'équipe Barea Chan, seuls 4 faisaient partie de la dernière sélection pour le Chan, à savoir Dax, Lalaine, Unzanyana Patrick et Ranjamanapsu Tony. Ainsi, Dadafar, ailier gauche du CFFA, ne figure plus sur la liste. La majorité des autres joueurs du Chan 2023 jouent désormais à l'étranger, les rendant inéligibles pour ce tournoi réservé aux joueurs locaux. Concernant les clubs les plus représentés dans cette sélection Barea, l'LGECO Plus domine avec 7 joueurs sélectionnés. L'AS Fanalamang, Foussa Junior, CFFA et Disciple FC comptent chacun 3 joueurs. Les autres viennent du club de la PFL, tels que Mama FC, Adjesaya, Uskafoot, Kosfa. Cette non-publication de la liste officielle, jusqu'à ce que les joueurs soient visibles à Ivat lors du départ, soulève de nombreuses interrogations. Y a-t-il eu des pressions exercées sur le sélectionneur Roro dans le choix des joueurs pour le Chan ? Il faut savoir que jeudi dernier, 3 nouveaux joueurs issus de l'LGECO Plus ont été ajoutés à la sélection alors qu'ils n'avaient pas participé au stage de regroupement entamé plus d'un mois auparavant. Parallèlement, 10 joueurs ayant suivi toute la préparation ont été exclus, parmi eux Dadafar, Dung, Kennedy, Tony, Gildas, Tino, Lalan, Cristiano. C'est à partir de là que les doutes sont apparus. Comment expliquer l'intégration de nouveaux joueurs sans stage et la mise à l'écart de ceux qui s'étaient préparés ? Malgré cette polémique, l'équipe des Barea a quitté Madagascar hier et a reçu un appui matériel de l'État avant son départ pour la Tanzanie, où se dérouleront les phases de poule. Madagascar affrontera la Mauritanie le 3 août prochain pour son premier match du tournoi. L'aide humanitaire continue d'être parachutée sur l'enclave palestinienne par des avions jordaniens. De la nourriture tombée du ciel et ces hommes affamés qui se jettent sur les vivres, quitte à en venir aux armes ou aux mains. Du riz, des pâtes, des boîtes de conserve, certains n'ont pas mangé depuis plusieurs jours. C'est la seule chose que j'ai réussi à avoir. On a besoin de plus car on meurt de faim et on n'a plus rien. Cette aide, c'est une honte. Nous ne sommes pas des chiens à devoir courir pour de la nourriture. Des camions s'apprêtent à entrer dans l'enclave pour acheminer farine, eau ou médicaments aux habitants de Gaza. Le nombre de camions devrait dépasser les 500 par jour, mais le nombre actuel est trop limité. Cela ressemble toujours à un siège. Israël, qui contrôle la quasi-totalité de la bande de Gaza, sous la pression internationale, dessert l'étau humanitaire. L'armée a même instauré des pauses de ses opérations militaires 10 heures par jour dans les zones de Gaza, Deir el-Bala et Al-Mawassi pour l'acheminement de l'aide. Dans cet hôpital sont transportés des blessés et des morts. Ils attendaient de l'aide humanitaire
Mais la distribution a une nouvelle fois viré au chaos, alors que les bombardements israéliens dans la bande de Gaza continuent après 22 mois de guerre. Comme un pied de nez à l'ultimatum lancé par Donald Trump, la Russie de Vladimir Poutine frappe l'Ukraine dans une série de bombardements meurtriers. 2 régions ont été touchées non loin du front durant la nuit, celle de Dnipropetrovsk et de Zaporizhia. Une colonie pénitentiaire y a été presque entièrement détruite. Il s'agit d'un autre crime de guerre commis par les Russes et ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne seront pas stoppés. Le régime de Poutine doit faire face à des sanctions économiques et militaires qui le priveront de sa capacité à faire la guerre. Cette frappe intervient 3 ans jour pour jour après l'attaque aérienne contre la prison d'Olenivka dans l'est de l'Ukraine, alors que des commémorations se déroulaient à Kiev. À l'époque, plus de 50 prisonniers ukrainiens avaient péri. Le scénario semble donc se reproduire sans que l'on sache si la coïncidence est intentionnelle. Plusieurs personnes ont également été tuées dans différentes localités plus au nord. La veille, Donald Trump avait fixé un nouvel ultimatum à la Russie, sous peine de sanctions économiques américaines sévères. J'ai fixé une nouvelle date limite, d'environ 10 ou 12 jours à partir de maintenant. Il n'y a aucune raison d'attendre. L'ex-président russe Dmitry Medvedev a laissé entendre que ces déclarations ouvraient la voie à un conflit à plus grande échelle avec les États-Unis. Chaque nouvel ultimatum est une menace et un pas vers la guerre, a-t-il ainsi déclaré lundi. Le Kremlin, plus prudent, s'est pour l'heure abstenu de réaction directe. À l'est d'Istanbul et puis dans cette province, il y a donc plusieurs incendies qui sont en cours depuis 4 jours déjà. Comme vous l'avez dit, plus de 3000 évacuations ont eu lieu et puis peut-être qu'il y aura même plus d'évacuations. Il y a eu aussi un bilan qui est déjà lourd, 4 morts, dont 3 volontaires qui étaient dans un camion-citerne qui venait transporter de l'eau pour éteindre l'incendie. Ce bilan s'ajoute à un autre bilan lourd aussi. La semaine dernière, 10 personnes sont mortes, donc c'était des volontaires et des professionnels qui combattaient un incendie à Eskişehir, donc ça se trouve entre Istanbul et Ankara, pardon. Comme vous l'avez dit, il y a de nombreux incendies ces derniers jours en Turquie. On fait face à une forte vague de chaleur. 50 degrés ont été notés dans le sud de la Turquie vendredi. C'est un record national. Et puis les fortes chaleurs continuent. Aujourd'hui encore, dans plusieurs endroits du pays, 45 degrés sont attendus. Cela s'ajoute à la sécheresse qui touche une grande partie du pays. Donc ce qui n'annonce rien de bon pour les prochains jours et les prochaines semaines dans le pays. Hier, le président turc Recep Tayyip Erdoğan a fait plusieurs annonces en ce sens. Il a annoncé que depuis le début de l'été, donc depuis le début de l'été, il y a eu plus de 3000 incendies. Il a annoncé que 96% de ces incendies étaient causés par des activités humaines, par l'homme. Certains de ces incendies sont notamment causés par des activités agricoles qui font parfois des étincelles et sur des sols très secs dus à la sécheresse. Il ne faut pas grand-chose pour provoquer un incendie. Et parmi ces arrestations, je voudrais revenir justement sur une arrestation en lien avec l'incendie à Bursa qui est actuellement en cours. Le ministre de la Justice a annoncé avoir arrêté un suspect qui est arrêté pour brûlage délibéré de forêt. Il y a effectivement des vidéos de lui qui circulent beaucoup et notamment sur les réseaux sociaux et qui font beaucoup réagir. Des vidéos de caméras de surveillance qui le montrent en train de remplir des bouteilles de carburant. Et puis il faut noter aussi que le gouvernement, en plus d'essayer de poursuivre des personnes en lien avec ces départs de feu, elles sont aussi très attentives sur les réseaux sociaux puisqu'il y a des critiques contre cette gestion et des critiques qui dénoncent un manque de préparation du gouvernement face à ces incendies. Le ministre de l'Intérieur hier a annoncé qu'il y avait des enquêtes judiciaires contre 13 personnes, des utilisateurs de réseaux sociaux. Il dénonce des contenus qui sont manipulateurs, je cite, et qui discréditent le travail des équipes sur place. Donc on peut le voir à la fois sur le front des incendies, mais aussi sur les réseaux sociaux et contre les critiques du gouvernement. Le gouvernement mène des enquêtes judiciaires.